Chapitre 1. Le dévoilement à Renfield Hall. C'était un après-midi tout à fait ordinaire à Renfield, ce petit coin de campagne anglaise où le temps semblait s'écouler au rythme des fleurs. Les roses ondulaient sur les murs de pierre, les abeilles bourdonnaient avec ardeur parmi les massifs de lavande, et le révérend Allerton venait de terminer son sermon sur la patience chrétienne, dont beaucoup de ses paroissiens convenaient qu'il avait duré un peu plus longtemps que nécessaire. C'est ainsi que l'effervescence de la semaine, que dis-je, du mois, se concentra à Renfield Hall, où Lady Diana Stansbury inaugurait le portrait de famille fraîchement restauré dans la galerie Est. Cet événement avait fait couler beaucoup d'encre dans le village. Le portrait en question, une huile de l'arrière-arrière-grand-père de son défunt mari, l'amiral Stansbury, était resté longtemps suspendu dans une sombre poussière, le visage à moitié voilé par une large fissure sur la joue. Lady Diana, revenue à Renfield 2 ans après un séjour à l'étranger, avait décidé de redonner vie au hall. Et maintenant, fraîchement restauré et nettoyé, l'amiral allait être dévoilé à un parterre d'amis et de notables locaux. Parmi les invités se trouvait Miss Jane Marple, invitée par Lady Diana elle-même, peut-être parce que son intérêt discret pour la vie du village masquait une intelligence redoutable, ou peut-être parce que Lady Diana, comme elle le disait souvent, adorait tant les personnages. Miss Marple, bien emmitouflée dans son châle gris tourterelle, était assise tranquillement sur une chaise à dossier droit, observant tout le monde de ses yeux bleus familiers qui scintillaient derrière des lunettes en demi-lune. « J'espère que ce n'est pas trop terrible », murmura madame Lavinia Creswell, qui se pencha vers Miss Marple avec l'air d'une conspiratrice. Je me souviens de la vieille histoire. L'amiral semblait sur le point d'éternuer. Vraiment effrayant. « Oh, les portraits sont des choses curieuses, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Ils nous en disent souvent bien plus qu'on ne le pense, sur le modèle et parfois aussi sur le peintre. »« Pensez-vous que c'est pour cela que Lady Diana l'a fait restaurer ?» demanda madame Creswell. « À cause de ce qu'il pourrait nous apprendre. » Miss Marple sourit et ne répondit pas. La galerie Est de Renfield Hall n'avait pas accueilli autant de visiteurs depuis des années. Parmi eux se trouvait le docteur Archibald Toller, le médecin du village, au visage cramoisi et à la magnifique moustache. Le vicaire, légèrement à l'écart, fredonnant comme s'il cherchait à se souvenir du dernier cantique. Le jeune Colin Price, qui gérait les finances du domaine, et mademoiselle Antonia Blake, la nièce de Diana, fraîchement arrivée de Londres et enveloppée de soie, telle une momie élégante. Était également présent l'inspecteur George Cray, du commissariat voisin de Marlécombe, invité non pas pour des fonctions officielles, mais en tant qu'ami de la famille. Lady Diana en personne fit irruption dans la galerie à 4 heures précises, laissant derrière elle parfum et assurance. Elle frappa une fois dans ses mains, et les bavardages étouffés cessèrent. « Mes amis, » dit-elle, rayonnante, « merci à tous d'être venus. Je ne vous ennuierai pas avec un long discours. Disons simplement que ce portrait veille sur Renfield depuis 150 ans, et après bien trop longtemps dans l'ombre et la crasse, il est prêt à nous regarder à nouveau dans les yeux. » Un rire poli retentit. Lady Diana désigna le cadre drapé derrière elle. D'un geste théâtral, elle le retira. L'amiral émergea, grand et sévère, d'une allure incontestablement autoritaire. La Restauration avait fait ressortir la richesse des rouges de son uniforme, la finesse des détails de ses épaulettes dorées, mais le plus frappant était son expression. Il y eut un silence dans la pièce, puis un étrange murmure. « Dis donc, » murmura le docteur Toller, « c'est bizarre. » Le regard de l'amiral, vif et froid, n'était pas dirigé droit devant lui, comme on aurait pu s'y attendre. Il semblait plutôt légèrement tourné, comme s'il regardait juste au-delà de l'épaule de Lady Diana. Ses yeux, d'un gris perçant, étaient indéniablement fixés, non pas sur le spectateur, mais vers le coin le plus éloigné de la pièce. Et plus troublante encore, l'expression n'avait rien de la sérénité digne de la plupart des portraits ancestraux. L'amiral semblait presque alarmé. Miss Marple, qui avait tricoté tranquillement tout au long du processus, s'arrêta au milieu d'une maille.
Antonia Blake eut un petit rire, mais sec. « Eh bien, il est certainement plus intense que dans mes souvenirs. » Lady Diana, toujours théâtrale, semblait se délecter du spectacle. « C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Le restaurateur, M. Ambrose de Londres, a dit qu'il avait été recouvert de peinture à un moment donné. Caché, en fait. Il a découvert l'original après des années de correction d'amateur. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il le cacher ? Demanda Colin Price d'une voix un peu trop désinvolte. Lady Diana haussa les épaules. Qui sait ? Des querelles de famille, peut-être ? Les Stansbury étaient une famille dramatique. Duel, disparition, tout ce qu'il y avait à faire. La conversation poursuivit son cours et des boissons furent servies dans le salon attenant. Mais l'atmosphère avait changé, subtilement, presque imperceptiblement, mais néanmoins. On jeta plus d'une fois un coup d'œil par-dessus son épaule, et Miss Marple, qui avait vu bien des choses étranges au cours de sa longue vie, aucune plus étrange que le comportement humain, sentit une tension dans sa poitrine, une sorte de malaise instinctif, ancien. C'est 2 jours plus tard que Colin Price fut retrouvé mort dans la même galerie, recroquevillé sous le portrait de l'amiral, une belle entaille à l'arrière du crâne. La police pensait qu'il était tombé de l'escabeau en inspectant le cadre. Un accident, peut-être un barreau mal fixé. Lady Diana était bouleversée, et l'inspecteur Cray, désormais en fonction, ouvrit une enquête discrète. Miss Marple, debout à l'extérieur de la galerie, les mains gantées soigneusement jointes, leva les yeux vers le regard fixe de l'amiral. Elle murmura, presque pour elle-même, « C'est drôle, non ? Comme un portrait peut changer de direction, comme s'il voulait montrer quelque chose. » Et sur ce, Miss Marple entra à nouveau discrètement dans la maison, et le jeu, comme on dit, était en marche. Chapitre 2. Un village bourdonne, et Miss Marple écoute Renfield n'était pas un village où il se passait grand-chose sans que personne ne le sache avant l'heure du thé. L'apprenti boulanger, dont la bouche renfrognée ne s'ouvrait que pour un bâillement, avait annoncé la mort de Colin Price à la moitié de la paroisse avant que le soleil n'atteigne le clocher de l'église Saint-Étienne. Et aux vêpres, le village était littéralement électrisé par les ragots. « Mort, hein ? Tombé d'une échelle, paraît-il ? Je n'y crois pas, » déclara Madame Groves, la receveuse de poste, fascinée par le malheur des autres. Colin Price était l'homme le plus agile de Renfield. Il jouait au tennis tous les dimanches à Marleycombe. Il a cassé une raquette la semaine dernière en plongeant pour tirer. Eh bien, il gérait les livres de succession, murmura M. Fosdick, le marchand de fruits et légumes, derrière une cagette de pommes légèrement abîmée. Ce genre de poste, eh bien, on entend des choses, n'est-ce pas ? C'est vrai, dit Madame Groves avec délectation. Et j'ai entendu dire que Lady Diana n'était pas très satisfaite de la situation financière. De l'argent en moins, voilà ce que c'était. Les ragots, telle la brise de juin, balayaient les ruelles étroites et les paisibles chaumières de Renfield. Mais dans un salon orné de roses, à l'orée du village, Miss Marple, assise avec sa broderie, écoutait un autre genre de bavardage, la répétition pensive de ce que les gens disaient quand ils pensaient de que personne d'important ne les écoutait. La jeune Daisy Luttrell, nièce du vicaire, était passée prendre une tasse de thé, soi-disant pour apporter un panier de groseilles. Mais comme souvent, elle s'attarda. Le salon de Miss Marple avait le don d'encourager les confidences. « On ne parle que de ça, » dit Daisy, les yeux écarquillés par un mélange d'effroi et d'excitation. Monsieur Price a été retrouvé allongé juste sous ce portrait. L'amiral le regardait d'en haut comme un juge. Miss Marple hocha doucement la tête. Les gens ont une imagination débordante dans des moments comme celui-ci. « Mais c'est vrai ?» insista Daisy. « Et on dit qu'il tenait quelque chose à la main. Un bout de papier. La police l'a pris, bien sûr. Quel genre de papier ? Je ne sais pas exactement. Mais Milly, la femme de chambre du manoir, a dit que ça ressemblait à une de ces vieilles pages de contes. Vous savez, celles qu'on utilise au bureau des successions. » Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent un bref instant sur son aiguille. « Et l'inspecteur Cray ? Que dit-il ? » « Oh, il dit que c'est un accident, du moins pour l'instant. Mais tout le monde sait que Colin n'était pas maladroit. Et on raconte.
Daisy jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, bien que le salon fût plutôt vide. On raconte qu'il s'est disputé avec Lady Diana et avec sa nièce. Mademoiselle Antonia? Oui. Certains disent qu'elle l'aimait beaucoup. D'autres disent qu'elle en avait assez. Ça dépend à qui on pose la question. Miss Marple se resservit du thé. « N'est-il pas curieux, dit-elle doucement, de voir à quelle vitesse l'affection peut se transformer en ressentiment, surtout quand il y a de l'argent en jeu ?» Daisy parut troublée. « Vous pensez que quelqu'un l'a tuée, Miss Marple ?» La vieille dame ne répondit pas directement. Elle avait l'habitude de laisser les questions s'installer dans le silence comme des feuilles de thé au fond d'une délicate tasse en porcelaine. « Je pense, dit-elle enfin, que les accidents arrivent, mais il en va de même pour les arrangements astucieux destinés à ressembler à des accidents. Et c'est notre devoir, le vôtre et le mien, de rester vigilants. Car parfois, ma chère, ce que les gens croient caché est précisément ce qu'ils montrent. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple fit une lente promenade jusqu'au cimetière et retour. L'air était chargé d'un parfum de chèvrefeuille et de pierres chaudes, et le village avait cette atmosphère feutrée et suspendue du crépuscule d'été. À l'extérieur du magasin général, elle rencontra M. Barnes, l'avocat local, un homme soigné avec un esprit soigné, et l'un des rares à Renfield à ne jamais transmettre de ragots à moins d'y être contraint par obligation sociale. « Trop terrible, Miss Marple, » dit-il en ôtant son chapeau de paille. « Pauvre garçon. Le jeune Price, je veux dire. Un sacré coup pour le Hall. »« Oui, » dit Miss Marple. « On dirait bien. »« Je ne peux pas dire que je le connaissais intimement, » poursuivit M. Barnes, « mais il était vif, très vif, trop intelligent, diront certains, et plutôt intéressé par les belles choses. »« Oh ! Oui, j'avais un goût prononcé pour les costumes coûteux, les tailleurs londoniens, et les cigares, croyez-moi. Ce genre de vie n'est pas donné, surtout avec un salaire de famille. »« Vous pensez qu'il complétait ses revenus ?» La voix de Miss Marple était légère. « Je n'irai pas jusque-là, mais je serais surpris que tous ces registres soient aussi nets qu'ils en ont l'air. Je sais que Lady Diana avait commencé à poser des questions. Il y avait des rumeurs. »« Les rumeurs, dit doucement Miss Marple, sont les fleurs du soupçon, assez jolies, mais souvent sans racines. » Pourtant, tandis qu'elle retournait à son cottage, son esprit s'agitait. Elle se souvenait de l'expression du visage de l'amiral, ce mouvement brusque et anormal de la tête. Ce n'était pas seulement une curiosité de restauration. C'était intentionnel. C'était peint ainsi. Et elle se souvenait aussi du corps de Colin Price. D'après le récit de Daisy, il tournait le dos à l'échelle. Il n'était pas tombé en arrière, mais tourné, presque comme s'il avait levé les yeux vers quelque chose, ou quelqu'un. Elle pensa à Antonia Blake, à ses traits pâles et élégants, et au léger tremblement de sa voix lors de l'inauguration. Elle pensa à Lady Diana, radieuse et théâtrale, trop calme face à la tragédie, et à l'inspecteur Cray qui semblait un peu trop prompt à parler d'un faux pas. Non, Miss Marple ne pensait pas que Colin Price avait simplement fait une chute mortelle en admirant un tableau. Elle avait vu trop de tragédies dans trop de chaumières, de salons et de presbytères. Le mobile était toujours là, surtout quand l'amour, l'argent ou la réputation étaient en jeu. À 9h30 ce soir-là, alors que les étoiles apparaissaient et que le village se retirait derrière des rideaux de dentelle et une chaude lumière de lampe, Miss Marple alluma une petite bougie à côté de son lit et ouvrit son carnet. Elle a écrit 3 noms. Lady Diana, stature, statut, griffe éventuelle. Antonia Blake, affection ou dégoût. Les 2. Colin Price, dépensier, secret. Qu'allait-il révéler? Puis elle ajouta d'une écriture soignée et délibérée: « Pourquoi les yeux du portrait se sont-ils déplacés vers la gauche? Qui se tenait là, hors du cadre ?» Elle ferma le carnet, éteignit la bougie et s'installa dans son lit. Dehors, le vent faisait bruisser la haie du jardin. À l'intérieur, un mystère commençait à germer. Chapitre 3. Chuchotement derrière la porte du salon. Le lendemain matin se leva avec une luminosité trompeuse.
le genre de journée où le soleil brillait avec éclat, mais où l'air était glacial malgré la chaleur. À Renfield, rien n'était jamais aussi simple qu'il y paraissait, surtout pas le temps, ni les gens. Miss Marple, levait tôt, parcourut High Street comme à son habitude. Son pas était lent, posé et apparemment sans but précis, mais chaque vitrine, chaque conversation offrait de petits éclaircissements. Elle échangea des plaisanteries avec M. Fosdick, accepta un pot de confiture de groseilles à la boulangerie de Mme Dalrymple, qui affirma que c'était sa meilleure fournée jusqu'à présent, et s'arrêta près du monument aux morts pour ajuster la couronne de coquelicots qui pendait. À son retour chez elle, elle trouva un mot qui l'attendait, laissé d'une main hâtive et inclinée sur le napperon en dentelle juste à l'intérieur de sa porte. « Mademoiselle Marple, si vous avez un moment, j'aimerais vous parler en privé. Le vôtre, A. Blake. » Miss Marple glissa le mot dans sa manche et n'agit pas immédiatement. Elle se prépara plutôt une tasse de thé et s'assit dans le petit coin ensoleillé de son salon, dont la fenêtre donnait sur la ruelle. Elle but lentement, observant les allées et venues du village avec une concentration silencieuse qui dissimulait souvent une grande capacité de déduction. Antonia Blake était une jeune fille curieuse. Jeune, certes, pas plus de 30 ans, mais avec ce vernis londonien cassant qui masquait souvent le manque d'assurance. Sa beauté était indéniable, tout comme son charme lorsqu'elle souhaitait en user. Mais Miss Marple, qui avait vu des filles comme Antonia sous de multiples facettes, dans les églises, les hôpitaux, les pensions de famille en bord de mer, comprenait que le charme n'était jamais sans calcul. Elle arriva exactement 1 heure plus tard, emmitouflée dans un manteau bleu poudre, les yeux cachés par de larges lunettes teintées. Miss Marple remarqua l'élégance de ses chaussures et la légère éraflure sur le bout du pied gauche, comme si elle avait donné un coup de pied dans quelque chose par frustration, ou quelqu'un. « Merci de me recevoir, » dit Antonia, essoufflée, en s'asseyant au bord de la chaise, comme si elle ne savait pas si elle comptait rester. « Je sais que c'est terriblement inhabituel. »« Pas du tout, » répondit gentiment Miss Marple. « Du thé ?» Antonia secoua la tête. « Non, merci. Je ne resterai pas longtemps. » Miss Marple attendait, laissant le silence faire son travail tranquillement. « Je suppose, » reprit Antonia, « que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué. »« Alors vous êtes tombé sur la bonne personne, » dit Miss Marple. Les mains d'Antonia se tordaient sur ses genoux. Ses collins. Enfin sa mort. Tout le monde dit que c'était un accident, mais je n'arrive pas à y croire. Je vois. Je lui ai parlé ce matin-là, juste avant l'inauguration. On a discuté. Il était en colère. « À propos de quoi, ma chère ?» Antonia hésita. « L'argent, surtout. Et le passé. Il disait savoir des choses. Sur le domaine, sur la famille. Il disait que quelqu'un avait caché la vérité au grand jour, et qu'une fois le portrait révélé, tout changerait. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais une lueur d'intérêt apparut dans ses yeux. « Il t'a dit plus de choses ?» ?»« Non. Il a dit qu'il le ferait, après l'inauguration. Il a promis de s'expliquer. » Antonia détourna le regard, la voix s'épaississant. « Je crois que quelqu'un l'a tué. Je crois que quelqu'un voulait l'arrêter. » La voix de Miss Marple était douce. « Croyez-vous que c'était quelqu'un de votre famille ?» Antonia ne répondit pas directement. Elle se leva brusquement. « Tu dois me prendre pour une folle. Tout le monde le pense. Diana, tante Diana, dit que je me fais des idées. Mais ce n'est pas le cas. Voulez-vous que je parle à Lady Diana ?» Antonia eut un rire amer. « Elle n'écoute personne. »« Pas vraiment, sauf si tu viens du Foissou avoir un titre. » Miss Marple se leva et posa une main douce sur le bras de la jeune fille. « Parfois, ma chère, les gens écoutent sans le vouloir, surtout quand ils croient que c'est eux qui parlent. » Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit à Renfield Hall sous prétexte de lui apporter une bouture de son précieux chèvrefeuille. Lady Diana la reçut dans le salon, où crépitait un feu et où un portrait de Foxhound, encadré d'or, était accroché au-dessus de la cheminée.
Ma chère Jane, roucoula Lady Diana en embrassant les deux côtés à la manière continentale qu'elle avait adoptée durant ses années à l'étranger. Quel mariage parfait, charmant surprendre. Vous savez comment sont les jardins, dit Miss Marple en sortant la bouture enveloppée dans un linge humide. Ils aiment être partagés. Lady Diana, qui n'avait jamais touché une truelle de sa vie, en fit l'éloge de manière extravagante avant de verser du xérès et de s'installer dans un fauteuil qui semblait avoir appartenu à un évêque. « Je suppose que vous avez entendu toutes ces histoires horribles sur le pauvre Colin, dit-elle d'un ton qui suggérait qu'elle en avait déjà assez du sujet. Tellement tragique, tellement désordonné. Vous le connaissez depuis longtemps ? Demanda doucement Miss Marple. Depuis tout petit. Son père travaillait aux écuries, vous savez. Il avait toujours le sens des chiffres. Colin était prometteur. Je l'ai plutôt encouragé, même si je pense que Londres lui a donné des idées au-dessus de sa condition. Miss Marple sirota son chéri. Antonia a dit qu'il était perturbé ces derniers temps. Quelque chose à propos de secret et du portrait ? Lady Diana haussa les sourcils. Oh, elle dramatise tout. La pauvre, elle est nerveuse. Elle ressemble à sa mère, j'en ai peur. Aucun sens des proportions. Quant au portrait, eh bien, ce n'est que de la peinture et de la toile, non ? Parfois, les tableaux portent des échos, dit Miss Marple. Un souvenir, peut-être, ou un avertissement. Lady Diana eut un rire rauque. Ma chère, c'est merveilleusement morbide. Vous savez comment ajouter de la couleur aux choses. Mais non, l'amiral n'est qu'un rappel de notre glorieux passé naval. Rien de plus. Miss Marple ne la contredit pas. Elle se contenta de remarquer « Il est curieux, cependant, que le restaurateur ait découvert une expression entièrement différente sous l'ancienne. » Lady Diana semblait un peu moins amusée. « Monsieur Ambrose est un artiste. Il voit le drame en toute chose. Il a insisté sur le fait que le visage original avait été repeint, mais il n'a pas pu me dire par qui. J'imagine qu'un ancêtre de mon mari a eu un accès de vanité. Et pourtant, dit Miss Marple d'une voix douce, l'amiral semble maintenant assez perturbé. Il y eut alors un silence, bref mais pesant. Lady Diana sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Je préfère penser qu'il est simplement alerte. Lorsque Miss Marple quitta Renfield Hall, le soleil était bas à l'horizon et les ombres s'étendaient sur le chemin de gravier. L'odeur de l'herbe coupée persistait, mêlée à quelque chose de plus sombre. Un souvenir peut-être, ou la faible trace d'une certaine agitation. Elle s'arrêta juste devant le portail d'entrée, jetant un coup d'œil aux hautes fenêtres du manoir. Quelque part derrière l'une de ses vitres, un tueur l'observait peut-être. « Alerte », murmura-t-elle. « Oui, c'est peut-être le mot le plus honnête que Lady Diana ait prononcé. » Elle rentra lentement chez elle, son esprit désormais occupé non plus par les fleurs ou les haies, mais par des motifs anciens, enfouis sous des générations de gentillesse et de silence. Chapitre 4. Le restaurateur et le sourire qui n'étaient pas là. La petite gare de Marlécombe était une construction modeste. Un seul quai bordé de haies et parfois peuplé de moineaux, une boîte aux lettres rouges et un horaire inchangé depuis des décennies. C'est là, le jeudi suivant, que mademoiselle Marple s'enquit discrètement du chef de gare, un gentleman voûté nommé M. Pettigrew, qui se targuait de se souvenir de chaque passager qui passait. « Monsieur Ambrose, vous dites ?» répéta-t-il en polissant ses lunettes avec le pan de son gilet. « Oui, oui. Le monsieur avec la grande trousse à brosse et l'écharpe jaune. Un peu théâtral, me dis-je, mais assez poli. A-t-il voyagé seul ?» demanda doucement Miss Marple. « Oh oui. Je suis arrivé de Londres par le train lundi matin et j'ai passé 3 nuits au Dower Inn. De retour jeudi en milieu d'après-midi. J'ai parlé de la lumière ici. J'ai dit que c'était plus doux en couleur. »« En effet, » murmura Miss Marple. « A-t-il mentionné son travail à Renfield Hall ?» Monsieur Pettigrew ricana. Juste pour dire qu'il n'avait jamais vu un tableau aussi trafiqué, quoi que cela veuille dire. Il semblait fasciné pourtant. Il disait que le portrait avait une histoire sous-jacente, très théâtrale à mon avis.
Miss Marple le remercia et se dirigea vers le Dower Inn, à quelques pas de la gare et abritant des planchers grinçants, d'excellents scones et une aubergiste nommée Madame Hawthorne, qui savait faire la différence entre un client payant et un client suspect. « Monsieur Ambrose » répondit-elle à Miss Marple. « Oh oui. » Il restait dans le salon, transporté dans une grande valise qui semblait contenir un cercueil, si vous me permettez de le dire. Des manières charmantes, cependant. Il avait un côté un peu génie distrait. Il prenait tous ses repas au salon et lisait à voix haute. A-t-il reçu des visiteurs pendant son séjour ? Madame Hawthorne marqua une pause, réfléchissant. Maintenant que vous le dites, était un monsieur qui a appelé le deuxième soir. Il n'est pas entré. Ils ont discuté dehors. Un homme grand, manteau gris. Plutôt impatient, me semble-t-il. Monsieur Ambrose a semblé perturbé par la suite. Il a dit qu'il avait trouvé plus que prévu. Je pensais que c'était juste du baratin. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Il n'a pas laissé de nom ? Non. Mais le lendemain matin, monsieur Ambrose a téléphoné. À Londres, je crois. Il semblait contrarié. Il a utilisé le téléphone du couloir et n'arrêtait pas de demander si quelqu'un avait reçu un colis. Colis ? Oui, c'est bizarre, non ? Comme s'il avait envoyé quelque chose d'urgent. Il est parti pour Renfield Hall juste après. Miss Marple la remercia et déclina l'offre de thé, tout en notant la confiture de fraises particulièrement délicieuse de l'auberge pour une prochaine visite. En revenant vers la gare, elle se rendit compte d'une chose qu'elle n'avait jusqu'alors que soupçonnée. Le portrait de l'amiral n'avait pas seulement été restauré, ça avait été révélé. Ce soir-là, elle était de nouveau assise dans son salon, carnet ouvert, lunettes posées sur son nez. Elle ajouta à sa liste « Monsieur Ambrose, restaurateur. J'ai trouvé quelque chose. J'ai parlé de falsification. Je suis restée perturbée. » Elle repensa à l'expression du visage de l'amiral. Non seulement il était bouleversé, mais alarmé. Et pas seulement alarmé, mais témoin de quelque chose de peint, quelque chose que quelqu'un voulait cacher. Elle se souvenait du ton dédaigneux de Lady Diana lorsqu'elle parlait du restaurateur. Avec quelle légèreté elle avait balayé les changements, trop légèrement, et Antonia, pâle, bouleversée, évoquant secrets et accusations. Et puis, bien sûr, Colin Price, le jeune homme qui était mort sous ce regard. Miss Marple posa sa plume et regarda vers sa petite cheminée, où les braises luisaient faiblement sous un écran de cuivre. Elle pensa aux hommes qu'elle avait connus, qui avaient dû combattu à la guerre, gardé des secrets, peint des portraits ou menti. Et puis elle s'est levée et a appelé le central téléphonique. « Opérateur de Marlécombe, bonsoir. »« Bonsoir, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Auriez-vous l'amabilité de me mettre en contact avec Londres, 432 Hampstead. Il s'appelle Ambrose. Je crois qu'il est restaurateur d'art. » Il y eut un silence, puis « Je vous passe la parole, madame. » Quelques clics, et puis une voix se fit entendre, plus vieille, plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Grave, imprégnée, d'années de térébenthine et de tabac. « Oui, c'est Ambroise qui parle. »« Monsieur Ambrose, je m'appelle Jane Marple. Je vous appelle de Renfield. Vous avez récemment travaillé sur un portrait à Renfield Hall. »« Oui. Puis-je vous redemander qui vous êtes ? » ?»« Je suis un ami de la famille. J'étais présent à l'inauguration. Vous avez dit quelque chose à Madame Hawthorne, l'aubergiste, que vous aviez trouvé quelque chose qui ne vous était pas destiné. » Il y eut un souffle bref à l'autre bout du fil. « C'est une question plutôt étrange, Miss Marple. Je pose des questions étranges. Les gens finissent toujours par y répondre. » Il eut un petit rire sec. « Très bien. Puisque vous posez la question directement. Oui, le portrait de l'amiral. Il avait été repeint. Pas seulement retouché, délibérément modifié. La bouche, les yeux, l'angle de la tête. Tout a changé. J'ai enlevé 3 couches avant de retrouver l'original. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il cette peine ? Parce que, je suppose, l'expression trahissait quelque chose. Émotion ? Non. Témoin. Il y eut un silence. Je vous demande pardon. Le tableau original,
L'amiral était regardé quelque chose. Quelque chose hors cadre. Et ce n'était pas rien. Son expression n'était ni solennelle ni noble. Elle était inquiète. J'ai déjà restauré des portraits de militaires, Miss Marple. Ce n'était pas un homme se préparant à la guerre. C'était un homme qui regardait quelque chose qu'il aurait préféré ne jamais voir. Miss Marple serra les doigts sur le combiné. Et avez-vous envoyé les photos originales à quelqu'un? Je l'ai fait. À mes propres archives. Et au musée de Belgrave Street. J'avais besoin d'un deuxième avis. Ils ont convenu que c'était inhabituel. J'ai également envoyé un autre exemplaire. À Colin Price. À Monsieur Price? Oui. Il me l'a demandé. Il a dit que c'était pour vérification. Je n'ai pas posé de questions. J'ai supposé qu'il était une sorte d'archiviste. Et il l'a reçu? C'est vrai. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit la veille de sa mort. La voix de Miss Marple baissa. Il est mort, monsieur Ambrose. On l'a retrouvé dans la galerie Est le lendemain matin de l'inauguration. Il y eut un long silence stupéfait. Je n'en avais aucune idée. Mon Dieu. Oui, répondit Miss Marple d'une voix calme. Et je crois que la clé de sa mort réside dans ce portrait, ou plus précisément dans ce qui se cachait en dessous. Miss Marple raccrocha et resta assise un long moment, immobile. Dehors, le village était immobile, la lune argentée se levant derrière les nuages. À l'intérieur, le mystère s'épaississait. Le portrait n'avait pas simplement été modifié, il avait été silencieux. Quelqu'un, il y a longtemps, avait peint sur un témoin. Et maintenant, ce témoin, le regard anxieux de l'amiral, avait été découvert une fois de plus. Elle prit son stylo et souligna une dernière phrase dans son cahier. Qu'a vu l'amiral? Et en dessous, une autre question. Qui a-t-il vu? Chapitre 5. Le deuxième visiteur à minuit. Les horloges de Renfield sonnèrent à minuit avec une douce et musicale insistance, leurs carillons résonnant faiblement dans les champs silencieux et les maisons closes. La plupart des foyers dormaient alors, le genre de sommeil que l'on trouve dans les villages paisibles, où le mal est présumé éteint, et où la mort, lorsqu'elle survient, est généralement douce et murmurée. Mais cette nuit-là, tout le monde n'a pas dormi. À Renfield Hall, derrière les pierres couvertes de lierre et les vitraux, une silhouette traversait la galerie Est avec précaution. Aucun bruit de pas ne résonnait. Seul le léger froissement des tissus et le craquement occasionnel des vieilles planches du parquet interrompaient le silence. Le portrait de l'amiral Stansbury se dressait au-dessus de la cheminée, restauré, dévoilé, et n'était plus la relique passive qu'il avait été autrefois. Le regard de l'amiral était d'une vivacité troublante, juste assez tourné pour suggérer qu'il avait remarqué quelque chose hors de portée du spectateur. Le visiteur resta quelques instants devant lui. Puis, ses mains gantées fouillèrent dans une poche et en sortirent une lettre pliée. La silhouette hésita, puis glissa la lettre dans la tranche dorée du cadre, la faisant glisser hors de vue derrière le lourd support. Puis, sans un autre bruit, la silhouette se retourna et disparut dans l'ombre. Le lendemain matin, un soleil éclatant et une fraîcheur glaciale apportèrent un temps qui faisait lever fièrement la tête aux rosiers du presbytère. Miss Marple se leva tôt, comme d'habitude, inspectant les feuilles de ses lupins blancs à la recherche de pucerons. Mais ses pensées étaient loin du jardinage. Elle n'avait pas bien dormi. Sa conversation avec M. Ambrose, la veille au soir, avait réveillé quelque chose de troublant dans son esprit. Un portrait altéré, une expression secrète, cachée depuis des décennies, un homme tué sous son regard. Et maintenant, le sentiment lancinant que le portrait n'avait pas encore fini de parler. À 9h30 précises, on frappa à sa porte. C'était l'inspecteur George Cray, son uniforme impeccable mais le visage las. Il retira son chapeau, révélant une chevelure grisonnante et l'expression d'un homme aux réponses trop courtes et aux soupçons trop vifs. « Puis-je entrer, Miss Marple ?»« Bien sûr, inspecteur. Du thé ? S'il te plaît. » Ils s'installèrent dans le salon. Miss Marple versa de la sâme dans de délicates tasses en porcelaine,
tandis que Cray contemplait la petite bibliothèque derrière elle, principalement des biographies et des manuels de jardinage, bien que plusieurs volumes de droit pénal trônaient discrètement sur l'étagère du bas. « Nous avons eu une évolution, » dit finalement Cray. « J'espérais que vous pourriez m'apporter une perspective. »« J'essaierai, » dit Miss Marple avec un léger sourire, « même si vous constaterez peut-être que je fais plus de spéculations que de reportages. » Il lui tendit une petite enveloppe, du genre de celles utilisées par les papetiers pour la correspondance personnelle. Le rabat était ouvert, et à l'intérieur se trouvait un mot plié, écrit de la belle écriture penchée d'une personne ayant fréquenté un pensionnat de qualité supérieure. Miss Marple lisait en silence. « À qui cela peut concerner ? Je laisse cela derrière moi, car je ne peux plus en porter le poids. Je n'ai jamais voulu faire de mal, seulement protéger ce qui était déjà brisé. Mais ce tableau a tout changé. Si la vérité éclate, qu'il en soit ainsi. Je prie seulement pour qu'elle ne détruise pas ceux qui n'y sont pour rien. Pardonnez-moi. » Ah. Elle leva les yeux, l'air indéchiffrable. « Trouvez où ? » ?»« Derrière le portrait, » dit Cray d'un ton sombre. L'un des valets de pied, Thomas, était en train de dépoussiérer lorsqu'il remarqua le bord du papier qui dépassait du cadre. Il l'apporta à Lady Diana. Elle m'appela. « Je suppose que tu penses au suicide maintenant ? » demanda-t-elle doucement. Cray hocha la tête. « Ça semble correspondre. » Confession, culpabilité, regret, et la signature, juste une initiale. Ah, pourrait être Antonia. Miss Marple sirota son thé. Mais San et Son, c'est comme un suicide, n'est-ce pas ? Cray haussa un sourcil. Non, non. Une lettre de suicide en dit généralement plus. C'est une lettre de retenue, pas de révélation. Et cette phrase, protéger ce qui était déjà brisé, cela ne suggère pas le désespoir. Cela suggère la limitation des dégâts. Donc tu penses qu'il a été planté ? Miss Marple reposa la tasse avec précaution. Je pense que quelqu'un s'efforce de fermer la porte à une vérité qui commence à peine à émerger. Et je pense qu'il a peut-être sous-estimé la persistance de la vérité. Cray soupira. Je déteste le dire, mais je commence à être d'accord. Antonia a-t-elle vu le mot ? Non. Lady Diana a refusé. Elle a dit qu'elle était trop délicate. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison. Miss Marple lui lança un regard noir. Et pourtant, Antonia est la seule à avoir dit que Colin avait trouvé quelque chose, qu'il craignait pour sa vie, que le tableau avait tout changé. Cray se rassit. Tu la crois ? Je crois qu'elle a peur, et je crois qu'elle en sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Il y eut un silence. Puis Miss Marple se pencha. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous examiné attentivement le cadre ? » ?»« Oui. Il est vieux, lourd, le genre de portrait de famille qu'on attendrait. Rien d'inhabituel. Pas de rayures. Pas de traces de retrait ou de manipulation récente. » Cray cligna des yeux. « Non. Pourquoi ? » « Parce que la lettre a été incérézant. Démonter le portrait. Cela signifie que quelqu'un savait exactement où se trouvait l'ouverture, quelqu'un qui l'avait manipulé récemment. Le restaurateur ? C'est possible, mais il est à Londres. Je pense que c'est quelqu'un de plus proche. » Cray se leva. « Tu insinues que quelqu'un a caché la lettre hier soir. »« Je suggère, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un retourne sur les lieux pour former le récit, parce que le tableau parle, et tout le monde ne veut pas l'entendre. » Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple fit une visite discrète à l'église. Le vicaire, le révérend Allerton, était en déplacement pour affaires diocésaines, mais le vicaire, le jeune monsieur Fleet, l'accueillit chaleureusement et lui proposa de la guider dans les archives lorsqu'elle s'enquit de documents familiaux. « Que cherchez-vous exactement, Miss Marple ?» demanda-t-il en équilibrant une liasse d'entrée baptismale sur son bras. « Des liens familiaux, » dit-elle. « J'aimerais notamment voir les archives de la famille Stansbury, entre 1880 et 1920 environ. »« Ah, » dit M. Fleet, « vous n'êtes pas le premier. »« Non ? » ?»« Non. M. Price est passé peu de temps avant sa mort. Il a dit qu'il recherchait des héritages familiaux.
Il semblait toutefois plus intéressé par les omissions que par les inclusions. Comme c'est curieux, M. Fleet présenta les registres. Voilà. N'hésitez pas à les consulter. Miss Marple le feuilleta attentivement, ses doigts gantés scrutant les noms et les dates. Et puis elle l'a trouvé. 1891. Naissance de Gregory Stansbury, fils illégitime de l'amiral Henry Stansbury et d'Annabel Crichton, femme de chambre, Renfield Hall. Il y avait une ligne dans la marge. Légitimité contestée. Nom non inscrit dans l'arbre généalogique. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Gregory Stansbury. Un enfant caché, une honte enfouie, et peut-être un lien avec quelqu'un vivant aujourd'hui. Elle tourna une autre page et vit une entrée ultérieure. Gregory Stansbury a épousé Margaret Price en 1918. Son souffle s'arrêta. Pris. Colin Price. Il n'avait pas seulement géré le domaine, c'était un Stansbury. Chapitre 6. Du sang sous le vernis. La découverte s'abattit sur Miss Marple comme un brouillard hivernal, glacial, obscurcissant, mais indéniablement réel. Gregory Stansbury, fils caché de l'amiral Henry Stansbury, avait épousé un membre de la famille Price. Colin Price n'était donc pas seulement un commis, mais l'arrière-petit-fils de l'amiral dont le portrait ornait si solennellement la galerie est de Renfield Hall. Du sang, bleu ou autre, avait retrouvé son chemin dans le manoir par l'entrée du domestique, et quelqu'un l'avait su. Miss Marple passa la matinée suivante dans son jardin, arrachant les mauvaises herbes au bord de son massif avec plus de force que nécessaire. Jardiner, disait-elle toujours, n'était pas sans rappeler l'investigation. Il fallait savoir quelles racines déranger et lesquelles laisser intactes, de peur que tout ne s'effondre. La terre cédait volontiers à ses mains gantées, mais ses pensées étaient embrouillées et épineuses. Colin Price avait donc un droit sur Renfield Hall. Non pas juridique, l'illégitimité avait longtemps causé la perte de nombreuses lignées rurales, mais morale, peut-être. Ancestrale. Ce seul fait suffisait à le réduire au silence, surtout s'il avait découvert la vérité. Et si le portrait avait un jour représenté l'amiral Stansbury regardant quelqu'un qui n'était pas censé être inclus, aurait-il pu s'agir de son fils ? Après tout, un tableau ne captait pas seulement le modèle, mais la vérité du peintre. L'artiste avait-il capturé plus que prévu ? Ou l'amiral avait-il insisté pour que l'instant soit immortalisé ? Miss Marple se releva et épousseta la terre de sa jupe. Il était temps de rendre visite à la seule personne qui connaissait probablement Colin mieux que quiconque. Antonia Blake reçut Miss Marple dans son salon à l'étage de Renfield Hall, un espace délicat rempli de livres, de châles délavés et d'un parfum de violette. Ses yeux étaient ébouffis et son teint blafard, mais elle salua Miss Marple d'un sourire chaleureux, quoique lasse. « Vous êtes venu pour poser des questions sur la lettre, » dit-elle, avant que Miss Marple ne puisse parler. « En partie, » répondit doucement Miss Marple, « même si je pense qu'il y a des choses plus urgentes qu'une simple note. » Antonia se raidit. « Plantée ? » ?»« Oui. Elle a été placée derrière le portrait après la mort de Colin. Ce n'est pas une spéculation. Le support était intact le lendemain matin de l'inauguration. La femme de chambre le confirme. Elle a été insérée plus tard, par quelqu'un qui voulait éveiller les soupçons sans risquer d'obtenir des aveux en bonne et due forme. Antonia détourna le regard. « Antonia, poursuivit Miss Marple, Colin vous a-t-il jamais parlé de famille, de lignée, d'héritage ?» La jeune fille hésita. Puis, oui, une fois. Il a dit qu'il n'était pas seulement laide, comme Diana aimait à le dire. Il a dit qu'il avait des liens de sang avec le Hall, des liens anciens, oubliés. Il a dit qu'il avait trouvé des preuves. Et t'a-t-il dit quelle était cette preuve ? Il a mentionné les registres paroissiaux et un tableau, pas le portrait de l'amiral. Un autre, une petite huile, cachée dans le grenier. Il l'a trouvée des semaines avant l'inauguration. Il a dit qu'elle représentait l'amiral avec une femme dont personne ne parlait jamais. Il a dit que c'était un scandale. Miss Marple se pencha en avant. « Il vous l'a montré ?» La voix d'Antonia baissa. « Il a essayé. »
Mais quand on est remonté pour voir, il avait disparu. Disparu? Disparu. Le grenier a été fermé à clé après ça. Diana a dit qu'on le vidait. Mais Colin pensait que quelqu'un l'avait pris, que quelqu'un savait ce qu'il montrait et avait l'intention de l'enterrer à nouveau. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Et vous ?»« Je l'ai cru, » murmura Antonia. Il n'était pas ambitieux comme on le disait. Il voulait prouver qu'il avait sa place. Il disait que Renfield avait déjà digéré trop de vérité. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple demanda un rendez-vous avec l'inspecteur Cray. Ils se retrouvèrent dans le petit bureau du commissariat de Marleycombe, dont les murs étaient encombrés d'avis épinglés, d'étiquettes d'objets trouvés et d'une carte défraîchie du comté. Elle lui a montré le registre de l'église. « Mon Dieu !» murmura Cray. « Alors il a vraiment été à un Stansbury. Ça change tout. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Ou est-ce que cela clarifie simplement les choses ?» Cray expira. Ainsi, l'arrière-grand-père de Lady Diana avait un fils illégitime, caché. Le petit-fils de ce fils revient à Renfield sous un autre nom, gère le domaine et commence à fouiller dans les archives familiales. Et puis il meurt. Et le portrait qui a tourné la tête est dévoilé quelques jours auparavant, révélant peut-être une reconnaissance visuelle de l'enfant que la famille a essayé d'oublier. Cray se frotta les tempes. Et la lettre ? Cela voulait donner l'impression que Colin avait avoué quelque chose de honteux, mais c'était intentionnellement vague. C'est ce qui le rend si dangereux. Cela suggère une culpabilité sans rien apporter de concret. Tu crois que quelqu'un dans la maison était au courant ? Je crois que quelqu'un non seulement savait, mais craignait d'être exposé. Assez pour enlever un tableau du grenier, assez pour réduire Colin au silence. Cray se leva. Alors il faut fouiller ce grenier. On accédait au grenier de Renfield Hall par un étroit escalier de service près de l'aile est, depuis longtemps désaffecté. Cray, suivi de Miss Marple, monta prudemment. Une fois ouvert, le grenier révéla un espace voûté rempli de poussière, de toiles d'araignée et de reliques du passé, malles aux serrures rouillées, rideaux mités, porcelaine craquelée. L'air était chargé de moisissure et de silence. Ils trouvèrent le cadre vide en 10 minutes. Calé derrière une vieille presse à lin, sa toile étant parfaitement découpée dans le bois. Cray jura. Trop tard. Miss Marple ne dit rien. Elle s'approcha du cadre. La plaque en bas, toujours fixée, disait « Annabelle, études en lumière, lycée. »« H.S. » murmura-t-elle. « Henry Stansbury. Non seulement le sujet d'un portrait, mais aussi son peintre. » Cray parut stupéfait. « Tu crois-t-il ? Tu l'as peint ? » ?»« Oui. Et cela explique beaucoup de choses. C'était probablement un tableau privé, caché, puis détruit quand quelqu'un a réalisé qu'il existait encore. Quelqu'un qui le savait a prouvé qu'il y avait un lien. Oui, car ce n'était pas seulement une liaison, c'était une relation. Peut-être une histoire d'amour. Et l'amiral, si fier, si convenable, l'a immortalisé par la peinture. Peut-être avait-il l'intention de laisser une trace de la vérité. Cray baissa la voix, et cette vérité vivait en Colin. Alors qu'il descendait, Miss Marple s'arrêta en haut de l'escalier. « Je pense, inspecteur, dit-elle doucement, qu'il est temps que nous tendions un petit piège. » « Un piège ? Un homme poli, mais ferme. Tu dois réunir toute la maisonnée, toute la famille, ce soir. » Cray haussa un sourcil. « Et que vais-je leur dire ? Disons que le restaurateur a découvert quelque chose de nouveau dans le portrait. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de condamnable. » Elle sourit, ses yeux pétillants d'un feu silencieux. Voyons qui panique en premier. Chapitre 7. Le rassemblement au crépuscule Renfield Hall avait connu de nombreuses soirées en son temps. Des dîners victoriens guindés, des thés mélancoliques en temps de guerre, et même des concerts de charité occasionnels. Mais aucune ne ressemblait vraiment à l'assemblée organisée par l'inspecteur Cray à la suggestion de Miss Marple. Ce n'était pas, officiellement, un interrogatoire. Il n'y avait pas de lumière crue, pas de voix forte, pas de notes griffonnées sur des carnets de police.
mais une étrange tension flottait dans l'air, comme l'électricité statique avant un orage d'été. Le genre de tension qu'on pouvait presque goûter, métallique et sèche sur la langue. Lady Diana, resplendissante dans son velours sombre malgré la chaleur de la soirée, présidait la galerie Est, telle une hôtesse se préparant à une séance de spiritisme excentrique. Elle avait disposé les chaises en croissant devant le portrait de l'amiral et allumé une grande bougie sur le buffet. Était-ce pour créer l'ambiance ou pour distraire? Antonia Blake arriva la dernière, le regard méfiant, les lèvres pincées. Miss Marple lui adressa un signe de tête rassurant en s'asseyant, qu'Antonia lui rendit avec une pointe de gratitude. Le docteur Toller était également présent, invité sous prétexte d'examiner une tension mentale, bien qu'il semblât plus curieux qu'inquiet. Thomas, le valet de pied, se tenait près des portes, incertain s'il était censé écouter ou apporter du thé. L'inspecteur Cray resta debout. Il ne s'éclaircit pas la gorge et ne fit pas de plaisanterie. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le portrait. « Comme vous le savez tous, » commença-t-il d'un ton neutre, « ce tableau a suscité beaucoup d'attention, tant sur le plan artistique que sur d'autres plans. Monsieur Ambrose, le restaurateur, nous a récemment informé qu'outre les modifications déjà découvertes, il pense qu'il pourrait y avoir une autre couche, une ultime altération cachée profondément sous les huiles. » Un murmure. « Encore des changements ?» demanda sèchement Lady Diana. Cray hocha la tête. Il l'a décrit comme une silhouette dans l'ombre, faible mais présente. Il pense qu'un deuxième individu a peut-être été peint puis retiré lors de la première repeinture. Il s'agit peut-être d'une personne qui se trouvait avec l'amiral au moment de la pose. Antonia se redressa brusquement. Une autre personne? Dans le portrait? Oui, répondit Cray. Et si c'est vrai, cela pourrait apporter un contexte significatif, surtout si l'identité de ce deuxième personnage est liée à des événements récents. Cray laissa le silence s'éterniser. Il n'était peut-être pas un homme brillant, mais il avait appris de Miss Marple la valeur du silence stratégique. Et ça a marché. Lady Diana était la première à craquer. « Je ne vois pas vraiment en quoi ces spéculations insensées ont un rapport avec la mort du pauvre Colin, » dit-elle, la voix tendue. « C'était un accident tragique. On ne va quand même pas ressasser des mythes familiaux pour faire croire le contraire ?» La voix douce de Miss Marple suivit. « Au contraire, Lady Diana. Ce n'est pas une spéculation. Les registres paroissiaux confirment que l'amiral Henry Stansbury a eu un fils d'Annabel Crichton, une servante dans cette maison. Les descendants de ce fils vivaient tranquillement à proximité. L'un d'eux était Colin Price. La pièce se raidit. « Absurde, » dit Diana, bien que sa voix faiblit. Antonia fixait Miss Marple. « Alors, il était famille. »« Oui, » répondit Miss Marple, « et il a trouvé des preuves. Pas seulement dans les archives, mais probablement dans le portrait disparu du grenier, celui qui, disait-il, représentait l'amiral avec Annabel. Peint, nous le pensons maintenant, par l'amiral lui-même. Ce tableau a depuis disparu, mais le cadre est toujours là. » Antonia se tourna brusquement vers sa tante. « Tu as fermé le grenier à clé. »« Lady Diana hésita. On était en train de nettoyer. Il n'avait aucune raison d'aller fouiller. Mais il a fait. « Vas-y, » dit Antonia. Et il a trouvé quelque chose. Quelque chose qu'il a essayé de me montrer. Cray s'avança. Colin Price avait un mobile, non pas pour faire du mal, mais pour obtenir des révélations. Une raison de réclamer une reconnaissance. Il ne faisait chanter personne. Il voulait retrouver la vérité. Il regarda Diana droit dans les yeux. « Saviez-vous pour l'enfant, Lady Diana ?» Elle n'a pas répondu. « Vous ne l'avez peut-être pas tué. » Mais quelqu'un savait que le tableau lui donnerait un moyen de pression. La voix de Cray baissa. Le tableau du grenier a été détruit. Le portrait ici repeint pour masquer une expression, un regard, un témoin. Colin Price, mort. Et enfin une lettre cachée pour suggérer la culpabilité et le suicide. Cray marqua une pause. Mais nous avons retrouvé des empreintes digitales sur l'enveloppe de la lettre. Elles n'appartiennent pas à Colin. Un petit halètement s'éleva du fond de la salle.
Tout le monde se retourna. Thomas, le valet de pied, était pâle. Miss Marple se leva lentement. « Viens, Thomas, on t'a dit de le placer derrière le cadre, n'est-ce pas ?» Il balbutia. « Je ne savais pas ce que c'était. » Elle a dit que c'était un mot privé, qu'il était destiné à être retrouvé. « Elle ?» demanda sèchement Cray. La pièce devint complètement silencieuse. Thomas déglutit difficilement. « Mademoiselle Blake. » Tous les regards se tournèrent vers Antonia. Elle avait l'air stupéfaite, mais pas surprise. Miss Marple s'approcha. « Tu as demandé à Thomas de le placer. Pourquoi ?» Antonia cligna des yeux comme si elle sortait d'un long rêve. « Parce que je pensais que ça mettrait fin aux questions. » Elle prit une profonde inspiration saccadée. « Je n'ai pas tué Colin, dit-elle, mais j'ai paniqué. Je pensais que les gens le penseraient. On s'est disputé la veille. Il m'a accusé, il a dit que j'étais comme eux. Je voulais vraiment l'aider, mais j'avais peur. Peur de ce que dirait Diana. Peur de ce qui arriverait si les gens apprenèrent la vérité. Que la lignée n'était pas pure. Que le Hall ne lui appartenait pas du tout. La voix de Lady Diana était froide. « Ils appartiennent à moi. » Antonia se tourna vers elle. « Non, ça ne l'est pas. Ça n'a jamais été le cas. Tu savais pour Annabelle. J'ai retrouvé les lettres de ta grand-mère dans le vieux bureau. Tu savais pour Grégory. Et tu as laissé Colin vivre ici, travailler ici, sachant qu'il était ton propre cousin. Tu lui as souri au dîner et tu l'as traité comme un moins que rien. » Diana se tenait debout, le visage tiré et blanc. « J'ai préservé la famille du scandale. C'est ça qui compte. Le respect. La réputation. Tu crois comprendre l'histoire. Tu vis à Londres depuis 10 ans. Et tu penses que cacher un meurtre préserve le respect ?» rétorqua Antonia. Les yeux de Lady Diana s'écarquillèrent. « Tu ne l'as pas tué, n'est-ce pas ?» dit doucement Antonia. « Vraiment ?» Diana ouvrit la bouche, mais ce fut Miss Marple qui parla. « Non, elle ne l'a pas fait. » Tous les regards se tournèrent à nouveau vers elle. La voix de Miss Marple était claire, douce, mais indéniablement ferme. « Il y avait une chose que je n'avais pas encore résolue. Colin Price était mort d'un coup à l'arrière de la tête, mais l'échelle d'où il était tombé était intacte. Aucun barreau n'était cassé, aucune blessure à la tête causée par le plancher. Et puis je me suis souvenu. Monsieur Ambrose avait dit que l'amiral était regardant à gauche, vers la fenêtre. Elle se tourna lentement en pointant du doigt. Il y a une armure là, décorative, mais solide, et à la base, une masse d'armes cérémonielles, non aiguisée, mais lourde. » Tout le monde se tourna vers l'armure, sa visière sombre brillant à la lumière des bougies. Quelqu'un se tenait là, attendant, caché par l'ombre. Quand Colin s'est approché du portrait, il lui a tourné le dos. L'inspecteur Cray traversa la pièce et attrapa la masse. Son socle était tacheté d'une substance sombre. Il l'a touché avec un doigt ganté. Il l'a senti. Sang. Chapitre 8. Le fantôme dans la galerie Est. La galerie Est a été scellée. L'inspecteur Cray posta un agent en uniforme à chaque entrée. Les fenêtres avaient été verrouillées et dépoussiérées pour relever les empreintes. La masse d'armes cérémonielles, autrefois un élément de décoration inoffensif à côté de l'armure antique, reposait désormais dans un sac à preuve, sa surface en laiton poli ternie par la présence de sang séché. Renfield Hall, autrefois fier et imposant, ressemblait davantage à une scène, et quelqu'un parmi ses joueurs avait frappé la note finale, la plus violente. Miss Marple, ayant observé la confrontation depuis un coin de la pièce la veille, se retira tranquillement dans son cottage. Elle dormit peu. Ses rêves étaient peuplés de portraits ombragés, d'excuses murmurées et du regard scrutateur de l'amiral. Mais maintenant, avec le soleil levé et les roses ondulant doucement devant sa fenêtre, son esprit était aussi vif que jamais. Elle est retournée à son carnet. Que savons-nous? Colin Price était un descendant direct des Stansbury. Il a découvert une histoire familiale refoulée, une lignée illégitime.
Il a trouvé, et perdu, un tableau représentant Annabel Crichton. Il a eu une conversation avec quelqu'un dans la galerie le soir du dévoilement. Il a été frappé par derrière, probablement par la masse. Une fausse lettre de suicide a été placée. Les yeux du portrait étaient à l'origine tournés vers l'emplacement de l'arme. Elle tapota son stylo pensivement. Qui gagne le plus à sa mort? Lady Diana, pour protéger l'héritage, le Hall, le nom. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un que vous n'avez pas encore en vue. C'était le dernier point qui la taraudait. Tout le monde avait regardé Diana. Mais son indignation n'avait pas été démentie. Son horreur, bien que dissimulée derrière sa dignité, semblait réelle. Et Antonia, impulsive, émotive, peut-être stupide, n'était pas assez rusée pour orchestrer un tel crime. Non, il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus discret, quelqu'un toujours en retrait. Elle a fermé son carnet. Il est temps de revisiter la scène du crime. La galerie Est était déserte lorsque Miss Marple est arrivée ce matin-là, à l'exception du gendarme Fielding, un jeune homme poli qui aimait le gâteau éponge et qui admirait le vieux détective. Il inclina sa casquette. « Bonjour, Miss Marple. L'inspecteur Cray a dit que vous pouviez passer si vous le souhaitiez. »« Merci, agent. Je ne dérangerai rien. » Elle le dépassa et entra dans la galerie. Le silence régnait, à l'exception du tic-tac d'une horloge de parquet. La lumière matinale entrait par les hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient paresseusement dans l'air. Le portrait de l'amiral, désormais familier, la regardait avec son expression troublante. Elle regarda à nouveau l'endroit où Colin était mort, discrètement marqué à la craie. Puis elle se tourna vers l'armure, une cotte de maille du XVIe siècle, polie et imposante. La masse reposait à côté, nichée dans un support sculpté. Elle s'approcha. Quelque chose tira sur les limites de sa perception. Sur le sol à proximité, presque invisible à moins de regarder, se trouvait une légère éraflure. Non pas celle des bottes, mais celle d'un objet plat, fin, chaussé d'une paire de pantoufles. Elle s'accroupit et regarda attentivement. Un seul fil fin, bleu, soie. Elle se leva lentement. Tout le personnel était vêtu de noir. Thomas en particulier portait des chaussures à semelles dures. Diana privilégiait les tons profonds et précieux. Antonia avait porté sa robe bleu poudre ce matin-là, mais elle était arrivée après le meurtre. Qui d'autre portait de la soie bleue? Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers la porte. 2 heures plus tard, elle visita la cuisine de Renfield Hall. La cuisinière, Madame Hatch, l'accueillit avec une chaleur sincère et une assiette de sablé. « Eh bien, si ce n'est pas Miss Marple, on ne vous a pas vu depuis longtemps. J'espérais juste poser 1 ou 2 questions, rien de trop sérieux. » Madame Hatch se pencha en avant. « Si c'est à propos du meurtre, je ne sais pas grand-chose, juste ce que Thomas dit. Pauvre garçon, il est ébranlé. »« Oh non, pas à ce sujet, » dit Miss Marple. « Je me demandais juste s'il y avait des visiteurs. »« Quelqu'un d'inhabituel a-t-il visité les semaines précédant l'inauguration ?» Madame Hatch secoua la tête. « Juste le restaurateur. Et le cousin de Lady Diana. Il est déjà venu, remarquez. »« Cousin ? » ?»« Oui, monsieur Félix Stansbury. Il vient de temps en temps. Il reste rarement longtemps. Un peu fantomatique, celui-là. Toujours à l'affût, ne parlant que si c'est nécessaire. Où habite-t-il ? Il logeait à l'auberge Dower. Cette fois, il logeait au Hall, à l'est. Miss Marple cligna des yeux. Il était là le soir de l'inauguration ? Oh oui. Il n'a pas assisté au rassemblement, cependant. Il a dit qu'il n'aimait pas les défilés. Lady Diana a dit qu'il fallait le laisser tranquille. L'as-tu vu le lendemain matin ? Madame Hatch marqua une pause. Maintenant que vous le dites, non. Il est parti discrètement avant le petit déjeuner. Il a dit qu'il avait des affaires à Londres. Miss Marple sourit. Merci, Madame Hatch. Vous m'avez été d'une grande aide. Cet après-midi-là, elle prit à nouveau le thé avec l'inspecteur Cray. J'aimerais que vous parliez à monsieur Félix Stansbury, dit-elle simplement. Cray fronça les sourcils.
Il n'était pas dans le cadre jusqu'à maintenant. Exactement. Et pourtant il était là, présent, sans qu'on le mentionne. C'est curieux dans une famille qui garde si bien ses secrets. Cray se renversa dans son fauteuil. Vous le soupçonnez? Je soupçonne qu'il a été négligé. Et c'est une situation dangereuse pour quelqu'un qui a un mobile. Elle lui parla du fil de soie, de l'éleste, du cousin qui n'apparaissait jamais sur les portraits de famille. Félix, songea Cray. Techniquement un Stansbury, mais de la marge. Jamais hérité, jamais invité à participer. Toujours à proximité du pouvoir, jamais tout à fait en son sein. Exactement, dit Miss Marple. Et la découverte par Colline d'une lignée plus profonde que la sienne, c'est peut-être ce qui a poussé M. Félix à agir. Cray se leva, attrapant déjà son manteau. Allons lui rendre visite. Ils le trouvèrent dans une pension de famille à Hampstead, une adresse modeste et propre avec vue sur le parc, et une propriétaire qui offrait des biscuits rassis et des ragots enthousiastes. Félix Stansbury a ouvert la porte lui-même. Il était grand, mince et soigné, avec un air érudit et le genre de sourire qui ne touchait jamais les yeux. Quand il vit Miss Marple, son sourire vacilla. « Mademoiselle Marple, dit-il lentement, je m'attendais plutôt à ce que vous veniez. » L'inspecteur Cray s'avança. « Monsieur Stansbury, nous aimerions vous poser quelques questions. » Félix s'écarta. « Bien sûr. Je suppose que nous avons largement dépassé le stade de la politesse. » À l'intérieur, la pièce était remplie de livres, de meubles poussiéreux et d'une légère odeur de térébenthine. Miss Marple parcourut la pièce du regard. Sur une table d'appoint se trouvait une boîte en bois plate. Entr'ouverte, elle révélait des pinceaux, une palette et 3 pots d'huile en verre. « Vous peignez, monsieur Stansbury » demanda-t-elle. Félix hésita. « Je m'y mets un peu. »« Des portraits ?» Il n'a pas répondu. Miss Marple se tourna vers Cray. « Voilà ton tableau disparu. » La bouche de Félix tressaillit. « Je l'ai détruit, » dit-il doucement. « C'était dangereux. » Ça rendait les choses trop évidentes. Annabelle et l'amiral se regardant comme des amants. Et le garçon, à peine esquissé, mais reconnaissable. Le portrait craché de Colin. « Colin était ton cousin, » dit Miss Marple, « et il représentait une menace pour ton héritage. »« Je n'ai pas eu d'héritage, » rétorqua-t-il. « J'étais une ombre, toujours tolérée, jamais inclus, mais au moins compris le poids de l'héritage. Colin venait d'une lignée dont personne ne parlait et voulait tout s'approprier. »« Alors tu l'as tué, » dit Cray doucement. Félix baissa les yeux sur ses mains. Je me tenais dans l'ombre. Le portrait les avait déjà tous réveillés, leur vanité, leur peur. Lorsqu'il est venu inspecter le cadre, je suis sorti. Un coup, il ne m'a pas vu. Je ne m'attendais pas à ce que le portrait m'observe. La voix de Miss Marple était douce, mais il était, et la maison aussi. Les vieilles maisons se souviennent, monsieur Stansbury, même quand les familles oublient. Chapitre 9. Le portrait parle une dernière fois. C'était une chose curieuse, pensa Miss Marple en entrant une fois de plus dans la galerie est, de voir comment une peinture, un objet de toile et de pigments, pouvait posséder autant de pouvoir. Le portrait de l'amiral Henry Stansbury était devenu plus qu'une relique familiale. En révélant son expression originelle, il avait traversé les générations, les secrets et le sang. Il avait été témoin d'un meurtre, littéralement, et maintenant son regard, perçant, observateur et toujours légèrement tourné vers la gauche, était devenu presque conscient dans son immobilité. « J'ose dire, » murmura Miss Marple, « qu'il a vu plus dans la mort que la plupart des gens dans la vie. » Les événements des derniers jours s'étaient enchaînés rapidement après l'enregistrement des aveux de Félix Stansbury. L'inspecteur Cray, après une procédure régulière, l'avait arrêté à la pension de Hampstead. Les preuves, circonstancielles certes, mais étayées par le mobile, l'opportunité et ce simple fil de soie bleue, étaient accablantes. Félix n'avait pas résisté. Il avait même semblé soulagé. Le poids de l'échec générationnel, de l'invisibilité, lui avait peut-être donné l'impression que cet acte était inévitable. Un acte mal avisé d'héritage par effacement. Son seul regret, semblait-il,
était de ne pas avoir recouvert la vérité plus tôt. Maintenant que la galerie était rouverte et que les agents de police avaient été renvoyés, Miss Marple se tenait seule devant le portrait, accompagnée seulement par le tic-tac étouffé de l'horloge du grand-père et le silence frais du matin. Antonia Blake s'avança tranquillement à côté d'elle. « Il a avoué ?» demanda-t-elle. Miss Marple hocha la tête. Antonia leva les yeux vers l'amiral. « Je ne l'avais jamais vraiment regardé avant. »« Pas vraiment. Mais maintenant, c'est comme s'il sait... »« Je crois que oui, » dit Miss Marple. « Ou du moins, le peintre. La vérité s'attache aux détails, ma chère. L'inclinaison d'un menton, la direction d'un regard, l'absence d'un sourire. » Antonia resta silencieuse un long moment. « Que va-t-il se passer maintenant ? À Félix ? Non. À tout ça. À cet endroit. À la mémoire de Colin. » Miss Marple se retourna et posa doucement une main gantée sur le bras d'Antonia. « Cela dépend de vous. » Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, à l'église Saint-Étienne. Une cérémonie simple. Les villageois, dont la curiosité avait laissé place à la sympathie, y assistèrent en nombre respectueux. Le cercueil de Colin Price était modeste, les fleurs ayant été offertes par le cercle de jardinage de l'église. Miss Marple avait offert des lys blancs de son propre jardin. Lady Diana n'a pas parlé. Antonia, cependant, l'a fait. Elle se tenait au pupitre, tremblant légèrement, et lisait sur un morceau de papier usé. Il était silencieux, mais il remarquait tout. Il voyait ce que les autres ignoraient. Il portait le fardeau du passé avec dignité, même lorsqu'on le lui refusait. Il n'a pas exigé. Il n'a pas crié, il a simplement recherché, pour la vérité, pour l'appartenance, pour un nom. Et même s'il n'a rien trouvé de tout cela de son vivant, j'espère que, où qu'il soit aujourd'hui, il sait qu'il a contribué à quelque chose, que son histoire a été vue. Elle descendit en silence, les larmes aux yeux. Miss Marple, assise sur le 2e banc, se tamponnait doucement les yeux. Non pas seulement par tristesse, mais par quelque chose de plus profond. La résolution d'une injustice, peut-être. L'apaisement d'un écho. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fut invitée à revenir à Renfield Hall. Ce fut Antonia qui ouvrit la porte, n'étant plus une invitée, ni une simple nièce. Le changement dans son attitude était subtil mais indéniable, une résolution tranquille qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je voulais que tu voies quelque chose, » dit-elle en conduisant Miss Marple dans la bibliothèque. Sur le bureau était posé le vieil arbre généalogique, déroulé, jauni sur les bords, marqué d'une fine calligraphie. « Le nom de Colin, » dit doucement Antonia, « et celui de Grégory. Je les ai fait ajouter. Ce n'est pas juridiquement contraignant, bien sûr, mais ça, moyen quelque chose. » Miss Marple sourit. « C'est vrai. Et les vivants doivent parfois faire ce que les morts n'ont pas pu faire. » Antonia hésita. « Je pense rester ici. Pas juste pour un temps, pour de bon. Gérer le domaine. Peut-être transformer l'Éleste en école ou en refuge pour les familles déplacées. Quelque chose de concret. Quelque chose d'utile. »« Une idée très sage, » dit Miss Marple, et elle le pensait. Ils prirent le thé au salon. Lady Diana était introuvable. Miss Marple ne demanda pas de ses nouvelles, et Antonia ne la lui proposa pas. Il suffisait pour l'instant de savoir que la salle ne serait plus un monument au silence. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rentra chez elle et trouva une lettre qui l'attendait. C'était de M. Ambrose, le restaurateur. « Chère Miss Marple, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être savoir qu'après votre demande, j'ai effectué un nouveau scan infrarouge du portrait de l'amiral, par simple curiosité, professionnelle. En effet, sous la couche actuelle, une autre silhouette se dessinait, faible mais reconnaissable entre mille, une femme, positionnée juste à l'extérieur de l'épaule de l'amiral. Son regard n'était pas tourné vers lui, mais vers le spectateur. Elle regardait aussi. L'histoire peut essayer d'oublier ses témoins gênants, mais parfois,
Les coups de pinceau se souviennent mieux que le sang. Cordialement, Édouard Ambroise Miss Marple plia soigneusement la lettre et la plaça dans la petite boîte en cèdre qu'elle conservait pour la correspondance importante, à côté des notes d'évêques, d'ecclésiastiques obscurs et d'un hôtelier italien qu'elle avait autrefois dénoncé comme un voleur de bijoux. Puis elle se prépara une tasse de thé, y ajouta un peu de lait et s'assit près de la fenêtre donnant sur ses roses. Elle pensait à Colin Price, à Grégory, à Annabelle et de tous les autres noms qui n'ont jamais été écrits. Cette nuit-là, un vent doux faisait bruisser le lierre sur les pierres de Renfield Hall. La galerie est, de nouveau immobile et inoccupée, brillait de l'or tamisé du clair de lune. Le visage de l'amiral, à demi plongé dans l'ombre, restait inchangé, et pourtant, au fil des heures, une curieuse illusion persistait. On aurait presque dit qu'il ne regardait plus à gauche, mais en avant, comme si la justice avait enfin aligné son regard. Chapitre 10. Un nom gravé dans la cire. C'était le premier dimanche depuis les funérailles de Colin Price, et les cloches de Saint-Stephen sonnaient à Renfield avec leur clarté habituelle, ni joyeuse ni solennelle, mais quelque chose entre les deux, une tonalité équilibrée, comme si le village, après avoir frôlé le chaos, commençait à se redresser. Miss Marple, toujours habituée à ses habitudes, avait pris sa place habituelle près du devant de la nef, 3 bancs derrière le chœur. Elle écoutait le prêche du révérend Allerton sur « La force silencieuse de la vérité », un sermon qui, bien qu'involontaire, était remarquablement bien placé. Plus tard, tandis que la congrégation envahissait le cimetière en murmurant des roses et de la pluie, Miss Marple s'attarda. Non pas pour parler, mais pour observer. Elle vit Antonia parler doucement à Madame Cresswell, son attitude calme et assurée. Elle remarqua Lady Diana se tenant légèrement à l'écart, saluant poliment les sympathisants, mais sans chaleur. Les villageois étaient aimables, ou feignaient de l'être, mais Miss Marple percevait le fond du problème. Une suspicion tacite, un respect nouvellement incertain. La vérité, comme l'avait dit le révérend, était une force étrange. Elle ne détruisait pas, mais transformait. Et ce remodelage ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, Antonia rendit visite à Miss Marple, non pas à Renfield Hall, mais dans son modeste cottage aux roses. Elle apporta un paquet emballé et une expression curieuse, mi-hésitation, mi-impatience. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, tandis qu'ils étaient assis dans le petit salon, à la cave. Miss Marple, qui polissait la pince à sucre en argent, haussa un sourcil. « Dans le hall ?» Antonia hocha la tête. « Il y a un espace de rangement au pied de l'escalier de l'aile est, sol en pierre, humide, jamais utilisé. Nous le déblayons pour installer un nouveau câblage. Un des ouvriers a déplacé un vieux bureau effondré sous l'effet de la pourriture. Dans un des tiroirs, ceci. » Elle a déballé le colis. C'était une boîte en bois peu profonde, longue et plate, du genre utilisé pour stocker des seaux, de l'encre et de la cire. Et nichée à l'intérieur, à côté de 2 vieilles chevalières et d'un encrier desséché, se trouvait une bougie lourde, cérémonielle, émoussée par le temps. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est ce qui avait été pressé dans sa base. Un gribouillage d'enfant, des lettres irrégulières et légèrement tordues, mais reconnaissables. J.S. Miss Marple se pencha. « Gregory Stansbury. » Antonia hocha la tête. « La cire est vieille. » Craquelée. « Mais elle a été préservée. L'ouvrier a failli la jeter. Mais quand j'ai vu les initiales, » les doigts de Miss Marple caressèrent délicatement le bord de la sculpture. « Un canif, je crois, ou peut-être le tranchant d'un clou. Un enfant essayant de laisser sa marque. Tu penses que Colin était au courant ? J'en doute. S'il l'avait fait, cela aurait fait partie des objets dont il m'a parlé. Ceci, c'est tout autre chose. Pas une preuve, mais un souvenir. » Antonia baissa les yeux vers la bougie. « C'est étrange, n'est-ce pas ? Comme les petites choses ont une signification profonde. » Miss Marple sourit. « Ce n'est pas étrange du tout.
D'après mon expérience, c'est presque toujours les petites choses qui portent le plus de vérité. » Elle s'arrêta puis leva les yeux. « Me permettriez-vous de garder cela un petit moment ?»« Bien sûr, » dit Antonia. « Je te fais confiance plus qu'à quiconque. » Miss Marple n'apporta pas la bougie à l'inspecteur Cray, ni ne la rangea avec les autres preuves. Elle la déposa plutôt sur la petite table sous sa fenêtre, à côté d'un livre de fleurs séchées et d'un coupe-papier en ivoire. Puis elle écrivit une lettre. Cette fois, ce n'est pas à un restaurateur ou à un avocat, mais à une femme nommée Eliza Penworthy, anciennement de la Renfield Historical Society. Eliza, bien qu'approchant les 80 ans et vivant désormais dans une maison près de Douvres, avait autrefois écrit un mince volume sur les domaines du South Berkshire et leurs enfants oubliés. Miss Marple s'en souvenait bien, non pas pour sa prose, fastidieuse, mais pour ses notes de bas de page, méticuleuses. 2 jours plus tard, une réponse est arrivée. « Ma chère Jane, c'est extraordinaire que vous demandiez des nouvelles du jeune Grégory. C'était l'un de mes préférés à l'époque où je faisais des recherches. Le fils invisible de l'amiral. Oui, je me souviens de lui. En fait, je suis tombé un jour sur une série de lettres, 3 si je me souviens bien, écrites par Annabel Crichton à sa cousine de Bristol. Des lettres désespérées et affectueuses, même si elles ne mentionnaient jamais le nom de l'amiral. L'une d'elles mentionne une bougie d'anniversaire que Grégory avait fabriquée, avec sa propre petite marque dessus, comme un chevalier réclamant son épée. J'ai copié la lettre dans mes notes. Je joins le passage. N'hésitez pas à me faire part de vos découvertes. Le passé, je le crains, est rarement terminé pour nous. Bien à toi, Eliza. Le passage ci-joint disait « Il l'a fait à la cave, le sculptant avec un tel sérieux que j'en ai failli pleurer. Il a dit que c'était pour qu'on se souvienne de lui quand il serait grand. Je lui ai dit que les noms s'effacent, mais que les marques restent. Il a dit « Alors je ferai une marque qu'ils ne pourront pas effacer. » Miss Marple plia la lettre avec beaucoup de soin. Une bougie, un garçon, une marque à retenir. Elle regarda à travers la pièce où se trouvait la bougie, sa cire faible, sa sculpture toujours fière. Non, Gregory Stonsbury n'avait pas été effacé. Ce vendredi-là, l'inspecteur Cray lui rendit visite. Il apporta une petite pile de documents, parmi lesquels les rapports finalisés sur les aveux de Félix Stonsbury, l'analyse des empreintes digitales et le dossier clos concernant le tableau disparu du grenier, qui, de l'aveu même de Félix, avait été brûlé dans un incendie de jardin derrière le manoir. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il nous ait manqué, » dit Cray en sirotant le thé que Miss Marple avait préparé. « Ce n'est pas surprenant, » répondit-elle. Il ne voulait pas se faire remarquer. Certaines personnes vivent comme des échos. On ne les entend que lorsque la pièce est vide. Il hocha la tête. L'affaire est close. Il y aura une enquête, bien sûr. Mais il n'y a aucun doute. Félix a agi seul. Miss Marple baissa les yeux vers sa tasse de thé. Et pourtant, quelque chose me trouble encore. Cray s'assit en avant. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle tapota légèrement la table. Cette bougie. Et les lettres d'Annabel. Elle parle de la cave, de Grégory laissant sa trace. Mais comment la bougie a-t-elle survécu ? Si le bureau est resté intact aussi longtemps, quelqu'un a dû savoir qu'il était là. Quelqu'un a dû conserver Hill. Cray fronça les sourcils. Tu crois que quelqu'un a aidé à cacher l'héritage du garçon ? Je pense que quelqu'un a aidé protéger, silencieusement, sans bruit. Peut-être un serviteur, peut-être un sympathisant. Mais cela signifie que tout le monde à Renfield Hall n'était pas d'accord avec la dissimulation. Il y avait quelque part dans ces murs une poche de résistance. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, la bougie dans ses mains. Il y a toujours des gens qui se souviennent, même lorsqu'on leur interdit de parler. Et maintenant, grâce à Antonia, ces voix sont invitées à revenir au sein de la famille. Cray se leva et ramassa son manteau. Vous avez fait plus que démasquer un tueur, Miss Marple. Vous avez reconnecté une famille à sa vérité. Miss Marple esquissa un petit sourire ironique. C'est ce que l'amiral